La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec des Iraniens ce matin qui ont vécu les bombardements en direct. Le son que vous entendez à l'instant, c'est le bruit de l'agresseur à notre patrie. Les images que vous voyez. Mais la présentatrice en tchador ne peut pas aller plus loin. Une explosion retentit et elle fuit en direct. Le plafond du studio s'écroule. Derrière, la caméra, un homme s'écrie « Dieu est grand ». L'écran se fige, Israël vient de bombarder les locaux de la télévision d'État iranienne. C'était hier, racontent Robin Corda et Ariane Rioux du Parisien aujourd'hui en France. Un bombardement parmi beaucoup d'autres, mais évidemment peut-être plus symbolique et plus visible que les autres. 4 jours après le début de l'offensive israélienne, les journaux ont encore évidemment les yeux rivés sur les enjeux de ce conflit. Dans la foultitude de très bons papiers que vous lirez ce matin, signalons peut-être l'interview de Pierre Razou à accorder aux Échos. Les frappes israéliennes vont se poursuivre puisque l'Iran n'a plus les moyens militaires de s'opposer aux raids israéliens, explique ce grand spécialiste du Moyen-Orient. Mais la vraie question, poursuit-il, est de savoir si Benyamin Netanyahou va faire tomber le régime des Mollahs ou bien se contenter de l'affaiblir tout en le préservant. L'idée pour lui serait, pour des raisons de politique intérieure, de conserver un ennemi qui justifie la poursuite de sa guerre. Venons-en aux conséquences de cette guerre en France. Oui, parce que là aussi, elle a des effets de politique intérieure importants. Le premier, signale l'opinion, c'est de diviser un peu plus LFI du reste de la gauche, indique Antoine Aberdorf. Après s'être déchiré pendant des mois sur Gaza, voilà le PS et les Insoumis, ennemis héréditaires, projetés dans la poudrière du Moyen-Orient. Pour Jean-Luc Mélenchon, la haine de l'Iran relèverait du catéchisme islamophobe de Samuel Huntington et des esprits faibles comme celui de Bruno Retailleau. Fermez les guillemets. Le journal rappelle toutefois que le leader insoumis n'a pas toujours été sur cette ligne. En 2012, rappelle-t-il, il déclarait que le régime iranien posait une question importante à la civilisation humaine. « Moi, je n'ai pas peur de dire », déclarait-il alors, « un régime théocratique est toujours un danger pour l'humanité ». Peut-être à l'époque avait-il un esprit faible lui aussi. L'autre victime politique française, Olivier, c'est Emmanuel Macron. Eh bien oui, parce que pour la France, elle devait être l'un des grands moments diplomatiques de l'année, écrit Isabelle Lasserre du Figaro. Mais la conférence annoncée ce mardi à New York autour de la reconnaissance d'un État palestinien à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite a été la première victime collatérale de la guerre. De toute façon, beaucoup considéraient qu'Emmanuel Macron avait mis la charrue avant les bœufs. Commentaire un brin sarcastique du ministre des Affaires étrangères palestinien Nasser Al-Khelaifi. La diplomatie française découvre depuis un mois que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elle ne le pensait. Et puis d'une manière générale, notre président n'aurait-il pas perdu un peu de sa vista? C'est en effet ce qui ressort d'un long article dans le même Figaro. Louis Osalter explique que désormais, chaque fois qu'Emmanuel Macron intervient dans le débat national, ça se retourne contre lui. Et quand il se positionne au niveau international, il apparaît comme en décalage avec la réalité que vivent les Français. Lui est persuadé que l'histoire lui donnera raison, mais en attendant, résume le Figaro, Emmanuel Macron est passé de maître des horloges à président à contretemps. Pendant ce temps, que devient notre Premier ministre? Eh bien, il est entré en prière en espérant qu'une fumée blanche s'échappe de son conclave sur les retraites. C'est aujourd'hui, normalement, qu'il s'achève. Dans les Échos, le président de la CGPME, Amir Reza Tofighi, se montre confiant sur une issue positive. L'accord pourrait être trouvé avec un maintien de l'âge de départ à 64 ans en échange d'une meilleure prise en compte de la pénibilité de certaines professions, parmi lesquelles celle de Premier ministre, puisque l'accord, si accord il y a, devrait éviter une censure immédiate à François Bayrou, explique Cécile Cornudet dans le même journal. Les forces politiques sont trop dépréciées en ce moment pour se mettre en travers d'un accord social et François Bayrou pourrait sauver sa peau. C'est pas un métier, Premier ministre, c'est une fonction. Cette question... Un sacerdoce même, disons-le. Cette question, Olivier, à présent, qui paye? Eh ben, c'est Nicolas. Oui, le projet de spectacle à 11 millions d'euros de Thomas Joly à Rouen, c'est Nicolas qui paie. Le saut en parachute de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est Nicolas qui paie. Les distributeurs de crème solaire gratuits à Ouistreham, c'est encore Nicolas qui paie. Décidément, Nicolas est généreux, écrit Élix Lavoux du Figaro. Pourtant, ce Français altruiste n'existe pas. Ou plus exactement, il en existe plein. Sur les réseaux sociaux, Nicolas est devenu le porte-drapeau imaginaire d'une cohorte silencieuse, celle des trentenaires pressurés par le fisc pour financer à la fois les retraites, les aides sociales
et les dépenses parfois fantaisistes des élus. Nicolas fait partie des 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Vous avez dit justice fiscale. Mais on va terminer par un anniversaire ce matin. Et si je vous dis qu'il a 80 ans aujourd'hui, si je vous dis que c'est l'un des Belges les plus connus au monde avec Magritte, Hergé et Brel, si je vous dis qu'on le surnommait le cannibale, et si je vous fais écouter ces quelques notes de musique qui datent du temps de sa splendeur, je pense que vous aurez compris que nous parlons d'Eddy Merckx. Oui, bien sûr. Quintuple vainqueur du Tour de France dans les années 60. C'est le Figaro qui célèbre cet anniversaire. Il gagnait tout. Et aujourd'hui encore en Belgique, il reste une référence un peu écrasante, raconte Jean-Julien Hesvan, à tel point que Tom Boonen, après son sacre de champion du monde, lassé de la comparaison avec son glorieux aîné, avait détourné ce célèbre slogan, affirmant qu'il n'était ni Dieu, ni Merckx. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Il avait le coup de pédale un peu plus vigoureux qu'Yves Montand, ceci dit. Merci beaucoup. C'était pas le même Olivier Delagarde, votre revue de presse chaque matin sur